sommes à présent en plateau avec Christophe Barraud, chef économiste chez Market Securities. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, c'est aujourd'hui l'entrée en vigueur de ces fameux tarifs douaniers dont on parle depuis plusieurs semaines. On a eu ce feuilleton avec des hauts et des bas. Et là, c'est aujourd'hui, c'est officiel, Trump l'a annoncé. Il y a des tarifs douaniers de 25% pour aujourd'hui sur des produits qui avoisinent aujourd'hui les 34 milliards de dollars produits chinois. C'est ça? Exactement. Donc c'est le début en fait d'une nouvelle vague de tarifs douaniers. Donc qui commence aujourd'hui. On a aussi eu, Donald Trump a précisé hier qu'il allait avoir une vague de 16 milliards supplémentaires, donc conformément aux préannonces qu'il avait faites. Donc un total de 50 milliards à peu près. 50 milliards qui devraient intervenir donc, dans les 2 prochaines semaines. Il y a aussi le fait d'évoquer qu'il pouvait y avoir une liste supplémentaire de 200 milliards. Donc ça, c'était aussi attendu, mais une liste encore supplémentaire si les Chinois continuaient de leur côté à mettre des tarifs de 200 milliards. Donc, nouveau, ce qui porterait le total à environ 500 milliards, ce qui est approximativement la totalité des exportations chinoises. Et donc là, on est vraiment dans l'escalade, c'est-à-dire qu'on a été dans l'effet d'annonce pendant 2 mois, on s'est dit ils le feront pas, il y en a bien un qui va céder ou ils vont arriver à s'entendre et finalement là on y est, on a commencé et on a l'impression que ça va plus s'arrêter. Alors ne plus s'arrêter, c'est le véritable enjeu en fait, c'est de se dire voilà, on sait que les élections aux États-Unis de mi-mandat c'est le 6 novembre, on est dans une dynamique où Donald Trump continue de mettre des tarifs mais attend des concessions de la part des Chinois, donc des concessions sur la réduction du déficit, des concessions je dirais plus significatives sur tout l'aspect technologique, la mise en place d'un marché régulé, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça parce qu'il explique que ça ferait une compensation contre ce qu'il appelle le vol de technologie, c'est-à-dire qu'il a l'impression effectivement de donner trop à la Chine et de ne pas récupérer suffisamment. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le marché américain est un des marchés les plus ouverts au monde, donc qui était largement ouvert aux Chinois qui ont pu investir, qui ont pu récupérer des technologies, et l'inverse était très très loin d'être réciproque, avec notamment tout un tas d'obligations de transférer de la technologie, de la vendre en dessous du prix du marché entre guillemets, et aussi la nécessité de céder une partie des entreprises, donc des actions, à des locaux. Donc ça, c'était vraiment une problématique de long terme. De connaissances obligatoire pour rentrer sur le marché chinois. Exactement. Et donc après, ça s'inscrit côté chinois dans une dynamique de très long terme qui est de faire la Chine l'une des principales places de hub technologique. Donc idéalement d'ici 2025, mais on se dit que ça va être un petit peu ralenti. Et Donald Trump s'oppose formellement à cette idée. Donc l'idée, c'est d'une part de mettre en place des tarifs, mais sous couvert de renégocier une partie sur la technologie. Après, voilà, ce que les marchés, les investisseurs vont regarder, c'est dans les 3 prochains mois, donc jusqu'à 1 mois avant le début des élections, est-ce qu'il ne va pas y avoir des concessions? Parce qu'aujourd'hui, la problématique pour Donald Trump, c'est que toutes les mesures qu'il va mettre en place, vous avez une politique qui est du dollar pour $1 pour $1 en Chine. Donc il y a une réplique absolue aujourd'hui, une réplique qui a plutôt tendance à cibler les agriculteurs, donc qui sont quand même un corps électoral plutôt républicain. Donc ça pose aussi un problème à Donald Trump. Et on peut se poser aussi une autre question, c'est s'il y a des nouveaux tarifs. Donc en fait, les Chinois ne pourront pas couvrir, puisque je dirais la totalité des exportations américaines et des destinations de la Chine, ce n'est que 130 milliards. Quel type de mesures vont-ils imposer? Est-ce qu'ils vont s'attaquer aux services américains? Est-ce qu'ils peuvent mettre en place d'autres mesures comme bloquer les exportations de terres rares, donc ce qui serait problématique pour les États-Unis. Politique aussi en termes de visa, enfin on peut imaginer beaucoup de choses, mais aujourd'hui voilà, on est dans l'escalade. La question c'est est-ce que ça va s'arrêter à un moment en septembre ou un petit peu avant, ou alors on est vraiment dans une dynamique où on va s'en prendre pour les 2 ans et demi en fait. C'est la question, c'est-à-dire qu'il y avait, donc je disais, cet effet d'annonce, et donc là on a l'impression que ça va plus s'arrêter. On pourrait se dire aussi, bon bah là on est encore on monte les gros bras, on dit voilà on l'a annoncé, on le fait, donc maintenant c'est à qui cédera le premier, mais d'après ce que vous dites en fait c'est que ça peut aller très très loin comme ça peut s'arrêter demain. On est encore dans une incertitude sur ces droits de douane qui concernent la Chine mais qui concernent d'ailleurs pas mal d'autres pays aussi. Voilà, alors après je dirais la problématique est quand même assez bilatérale États-Unis-Chine avec justement cet enjeu autour de la technologie, mais c'est vrai que on est peut-être un tournant sur l'année, les 3 prochains mois, c'est vraiment, est-ce que voilà, c'était du bluff ou du moins une tactique qui était y aller de manière frontale et très rapide pour avoir des concessions en amont des élections, ou alors ça s'inscrit dans une dynamique
qui est de beaucoup plus long terme. Et à ce moment-là, on aura un problème, puisque aujourd'hui, donc la plupart des analystes économistes sont dans une phase où voilà, on sait que sur 2018, la croissance mondiale sera relativement en ligne avec les attentes. Mais si on estime que Donald Trump va poursuivre cette politique-là, vous allez avoir une révision significative pour 2019. Et là, ça pourrait être vraiment un point d'inflexion sur le marché. Donc les 3 prochains mois seront, je dirais, déterminants dans ce que sera la fin d'année et potentiellement le début de 2019. Et est-ce que c'est une politique qui pourrait se retourner contre lui? Parce qu'on voit que du coup l'Union européenne a réagi en mettant des droits de douane aussi sur l'acier et l'aluminium, la Chine réagit, l'Inde réagit, le Canada même a envisagé de réagir, même à l'intérieur, alors c'est pour l'instant peut-être un épiphénomène, mais des entreprises commencent à se dire bah, du coup je vais moins produire aux États-Unis, je pense notamment à Harley Davidson, alors c'est la grosse entreprise dont on parle puisqu'il n'y en a pas eu tellement d'autres pour l'instant, mais on a quand même l'impression que bah, mine de rien, effectivement, si ça continue, ça pourrait plus isoler que réellement protéger le marché américain. La réalité, c'est que si on regarde déjà un petit peu qu'est-ce qui se passe en termes mondiaux, en termes d'échanges, on voit que la dynamique qui était ultra positive fin 2017, tout début 2018 est déjà en train de s'essouffler. Et les indicateurs avancés qu'on a suggèrent que voilà, on avait des échanges mondiaux qui étaient en croissance l'année dernière d'environ 5%. Cette année, on avait une anticipation de l'ordre de 4,2, quelque chose comme ça, mais ce sera sûrement moins que cela. Donc ça va être négatif pour tout le monde, mais aussi les États-Unis. Après, effectivement, la question, sachant que tous les pays sont dans une phase où ils lâchent pas aujourd'hui, ils appliquent aussi des droits de douane, on va avoir à un moment aux États-Unis une problématique sur l'investissement domestique qui peut se retourner contre eux. Alors aujourd'hui, c'est pas vraiment la question parce qu'il y a une telle dynamique suite au stimulus fiscal de début d'année qu'on va dire elle contrebalance ces phénomènes-là et on les voit pas. Donc aujourd'hui, ça va bien aux États-Unis? Aujourd'hui, ça va très bien aux États-Unis, mais il commence à y avoir quelques signaux. Si on regarde par exemple les 2 sondages ISM publiés cette semaine, et notamment dans le manufacturier, on voit qu'il y a de plus en plus de délais dans les livraisons aux États-Unis qui sont dus à la problématique sur l'acier, et notamment le fait que les transformateurs, producteurs essayent de changer de fournisseur aussi. Donc ça commence à impacter un petit peu l'économie américaine. Et on peut se dire qu'avec la mise en place progressive des tarifs donc en provenance de l'Europe et des autres pays, le phénomène va petit à petit s'amplifier. Donc on pourrait déjà, le risque en fait sur la croissance américaine, qui était plutôt à la hausse début 2018, commence à s'infléchir. Et même s'il n'y a pas de changement dans les anticipations, on voit de plus en plus un risque à la baisse. Et c'est notamment ce qui a été souligné par les minutes de la Fed qui ont été publiées hier soir. Et du coup, ça va profiter à qui cette guerre commerciale? Alors, généralement, c'est pas vraiment un jeu à somme nulle, parce que comme je l'ai dit, voilà, si vous avez un léger fléchissement de la croissance des échanges, tout le monde est plus ou moins perdant. Après, il y a quand même des opportunités. On a vu qu'il y a des accords qui étaient en sommeil, mais qui s'accélèrent petit à petit. Donc, intra-asiatique. On a des discussions aussi entre l'Europe et la Chine. Donc c'est ça, en fait, d'autres pays se rapprochent finalement mutuellement sans passer par les États-Unis. Ça crée des alliances. On est plus dans des alliances économiques que politiques, mais oui. Et puis même si on prend un petit peu le cas de l'Europe, alors l'Europe est divisée sur tout un tas de sujets, mais concernant les États-Unis et Donald Trump, la politique est plutôt unanime. Donc alors il y a beaucoup de négatifs, on en parle beaucoup et ça effectivement globalement c'est pas un jeu à somme nulle, c'est plutôt pénalisant, mais il y a quand même des opportunités à saisir et il y a certaines entreprises qui peuvent prendre des places là où il y a peut-être 1 an ou 2 ans elles n'espéraient absolument rien. Alors vous l'avez dit, la croissance pour l'instant va bien aux États-Unis. Pourtant, c'est pas le cas de la Chine de l'autre côté du bras de fer. Là, pour le coup, effectivement, le yuan perd près de 7% de sa valeur en un mois, et c'est pareil pour les actions chinoises. Pour le coup, là, ça baisse. Alors. Après, la Chine, la problématique, c'est de distinguer le mouvement et la dynamique réelle du chiffre officiel chinois. Globalement, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a un fléchissement dans le secteur manufacturier. On l'a vu à travers les premiers chiffres du mois de juin, qui est
on va dire pas impressionnant, mais montre un fléchissement. Là où ça devient un tout petit peu plus inquiétant, c'est sur le marché immobilier. On voit que par exemple l'indice dédié chinois dans le secteur, donc depuis la fin janvier, perd plus de 30%. On a de plus en plus de mesures de restriction dans le secteur, donc on a un fléchissement là-dessus. Donc la baisse du yuan traduit un petit peu cette faiblesse-là, mais la baisse du yuan reflète aussi ce climat d'incertitude mondiale et cette volonté aussi, quelque part, de répondre aux tarifs en évaluant et en essayant de s'offrir une petite bouffée de compétitivité. Donc c'est une stratégie, c'est pas forcément une conséquence, mais ça peut être vu comme une stratégie effectivement dans ce contexte-là. Alors on va dire que c'est un groupement, à mon avis. Après, la réalité, c'est que ça a une dévaluation une baisse du yuan relativement forte en moins d'un mois. On a vu que les autorités cette semaine étaient un petit peu montées au créneau en disant bon ben voilà, dans les niveaux on va essayer que ça s'amplifie pas. Donc on a eu notamment des news qui font état d'une intervention des banques étatiques chinoises. Donc on est un peu dans une situation où voilà, on est dans une phase de pause et justement je pense que tout ce qui va se passer un petit peu sur le yuan sera encore une fois très dépendant de la dynamique des tarifs et de la position, compromis ou pas, de Donald Trump dans les 3 mois. Alors on va parler rapidement de l'Union européenne. Ça a un petit peu bougé, pas beaucoup. Enfin, en tout cas pour ce qui est de la politique monétaire européenne, puisque Mario Draghi avait annoncé vouloir attendre 2019 pour remonter ses taux, et finalement en fait ce sera peut-être avant 2019. Il y a des voix qui commencent à dire que on pourrait les remonter assez rapidement. Alors il y avait une volonté, c'était de relever les taux d'intérêt, donc plutôt au moment de l'été 2019. Les marchés se sont emballés en disant bon bah finalement ce sera plutôt beaucoup plus tard, donc fin 2019, et on a eu une petite intervention, donc un communiqué Bloomberg citant un certain nombre de sources, comme quoi la fin 2019 ce sera un peu tard. Donc on essaye vraiment de nous aiguiller en nous indiquant plutôt septembre 2019. Après voilà, ça reflète, je dirais peut-être une volonté d'ancrer les anticipations dans un cadre d'incertitude. Je pense que voilà, sur le premier relèvement de taux, c'est relativement borné à 3 mois après, donc en 2019. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se passera par la suite, à quel rythme on aura le premier relèvement de taux et quelle sera la dynamique d'inflation donc fin 2019. Dernière question, Christophe Barrot, toujours sur l'Europe. Au-delà de l'économie, il y a le côté politique. On a l'impression qu'on a du mal à s'entendre. Quels que soient les sujets, on a l'impression qu'on a du mal à s'entendre sur une politique d'immigration. On a un sommet européen où on a parlé innovation, sécurité, défense, emploi. Et là, c'était pas Trump au G7, c'est l'Italie au sommet européen qui bloque tout au dernier moment. Pourtant, on a quand même des sujets communs, notamment la réaction à la politique américaine. Quelle est votre vision dessus? Est-ce que du coup l'Europe a un peu de mal à avancer aujourd'hui ou c'est juste passager? Alors l'Europe a toujours eu du mal à avancer et globalement quand vous avez plusieurs voix divergentes c'est toujours difficile de s'accorder. Il ne faut pas oublier que l'Europe c'est un phénomène relativement récent comparativement aux États-Unis. Après on est vraiment sur des sujets je dirais critiques, très importants, le premier étant l'immigration, où pour le coup il y a une situation qui est assez déséquilibrée et le problème de l'immigration c'est peut-être un problème qui a été pris tard et qui se fait vraiment en réaction par rapport à des phénomènes politiques, montée des partis entre guillemets populistes, et qui est très difficile à gérer parce que les pressions, selon que vous êtes un pays ou non d'accueil, vont être totalement différentes. Donc c'est une problématique complexe où tous les pays ne vont pas avoir la même réponse fonction est-ce qu'ils sont sur une route migratoire ou non, et on ne va pas forcément trouver un accord en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, alors que ce problème-là en fait c'était un problème de fond mais qui a pris une ampleur totalement différente depuis que l'Italie le met clairement sur la table. Donc ça, c'est ça, elle a accepté en fait d'encaisser une partie du problème seule à un moment, et là maintenant elle dit ou on fait ensemble ou il se passera plus rien. Quoi. Voilà, donc ça peut pas se faire. Voilà, on peut pas non plus demander à l'Europe de résoudre des problématiques aussi complexes aussi en très peu de temps. Et je dirais
Le souci, c'est que ce sujet-là est prioritaire et va un petit peu ralentir tous les autres sujets, donc le budget commun, le rôle du mécanisme de soutien européen. Mais après, c'est assez symptomatique de ce qu'on a vu ces dernières années, avec des pays qui sont dans des états économiques différents, un marché du travail avec des taux de chômage très différents et des courants politiques changeants, nouveaux et qui poussent à la réflexion. Merci beaucoup Christophe Barraud. Je rappelle donc que vous êtes chef économiste chez Market Securities.